Jean, Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Bonjour Slim. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Merci de nous accueillir dans ton podcast. On est ravis d'être là. Eh ben merci, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Vraiment, c'est un vrai plaisir de vous avoir tous les deux. Ça fait un bon bout de temps que je suis ce que vous êtes en train de faire, les messages que vous êtes en train de faire passer. Au début, il y avait que Jean qui était, que j'avais prévu d'inviter. Et puis voilà, spontanément, il a proposé que Sophie se joigne à lui. Et ça, moi, ça me fait plaisir. J'adore ce duo, la façon, la manière avec laquelle vous présenter les choses. Donc moi, ça me va parfaitement. Merci infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui. On va commencer par une toute petite introduction. Je vous laisse le micro. Donc voilà, si vous pouvez vous introduire juste en deux mots. Et puis on démarrera l'interview après. D'accord. Écoutez, je m'appelle Jean, je suis ingénieur. J'ai jamais vraiment été ingénieur. Et ça fait maintenant 15 ans que je monte des boîtes. Ça n'a jamais été mon idée. À chaque fois, quelqu'un est venu me proposer de monter une boîte. Et la dernière proposition qui m'a été faite, c'est par Sophie pour créer Attica. Ok, Attica. c'est bon. Alors moi, c'est Bah oui. Anne-Sophie. Alors moi, j'ai un parcours en fait de salarié. Je pense que vous l'avez revenir un peu. Et il y a 3 ans, j'ai eu envie de réaliser un rêve de monter une boîte. Voilà, rencontrer les gens et démarrer une nouvelle aventure. D'accord. Et d'ailleurs, votre parcours, il est hyper intéressant pour moi. Je vous assure, j'ai passé pas mal de temps à voir ce que vous avez fait et ce que vous avez accompli. Et d'ailleurs, j'aimerais bien creuser un peu plus, si vous le permettez, en commençant par toi, Jean. On va commencer par un retour au moment pivot de 2010, parce que tu as quitté 19 ans d'immobilier dans un secteur où tu avais clairement coché toutes les cases, hein. Mais tu dis avoir été pris par un désir furieux de changement. Donc moi, ma question, c'est ce feu-là, il vient d'où concrètement? En fait, il vient d'une très très grosse frustration. J'étais le bon petit soldat dans un grand cabinet conseil euh, et, euh, et je ne pouvais pas accéder au poste d'associé pour un certain nombre de raisons. La raison majeure, c'est que je ne me sentais pas en famille dans le gros cabinet conseil. Et suite à une évaluation comme une a tous les ans, c'était 7 heures du matin, je suis sorti furax euh, du bureau de mon associé, j'étais dans la salle de la machine à café, je râlais à voix haute en regardant par la fenêtre et j'ai dit si ça continue comme ça, je vais me barrer et je vais créer mon propre cabinet conseil. Et j'ai entendu une voix derrière moi qui m'a dit ben Jean, si tu pars pour créer ta boîte, je pars avec toi. Et là où je prononçais des paroles sous la frustration, sous la colère, bah, ça s'est transformé en aventure entrepreneuriale et ça a été ma première aventure entrepreneuriale et ma première création d'entreprise. Fantastique. Ton associé, c'était Olivier, c'est ça? Oui, exactement. C'est Olivier Petrucci, beaucoup plus jeune que moi, qui lui avait un parcours avec un MBA entrepreneur, donc qui était programmé intellectuellement pour créer une boîte, ce que moi j'étais pas du tout, Oui. et qui m'a dit bah, on va créer la boîte, moi je m'occupe de tout, et toi tu t'occupes du business, et ça m'allait assez bien. Je restais dans ma zone de confort, mais en devenant mon propre patron, en gommant tout ce qui ne me plaisait pas dans la vie de salarié, et en allant dans l'aventure, parce que c'est ce qu'on recherche quand on est entrepreneur, c'est de vivre des aventures, Oui. des hauts, des bas, des émotions. Et c'est encore ce qui nous anime aujourd'hui chez Attica. Effectivement, bah, c'est super, c'est super. Sophie, pour toi, c'était un peu différent puisque c'était 10 ans après, si je ne me trompe pas, hein, c'était en pleine pandémie. Donc tu étais vraiment en haut de l'échelle là, chez Pôle Emploi et tu claques la porte en disant, voilà, tu choisis la contribution plutôt que la carrière. C'est quoi le point de non-retour pour toi? C'était quoi ça? Ouais, alors au début, j'étais passée avec mon associé quelqu'un aussi dans une grande boutique comme Pôle emploi à l'époque, même si c'est pas trop bien maintenant. Donc moi, 17 ans dans le secteur public, effectivement, avec une trajectoire où j'ai grimpé les échelons, j'ai managé beaucoup dans les écoles de dirigeants, je suis devenue moi-même dirigeante. Donc quand j'ai commencé à m'ennuyer, parce que moi c'est l'ennui qui finalement m'a permis de passer à autre chose, l'ennui et l'envie. Donc j'avais fait le tour de mon poste à l'époque et j'avais curieusement aussi envie de nouveaux challenges. J'avais envie de me mettre en danger, j'avais envie d'apprendre
Moi, j'ai un moteur qui est l'apprentissage et quand j'arrête d'apprendre, je m'étiole. Donc, voilà. Mais j'avais aussi un peu la trouille. Donc, dans la balance trouillomètre envie, il a fallu un peu de temps pour que je mûrisse le projet et que je sois suffisamment solide et confiante pour me lancer. Et donc voilà, c'est un petit peu. Et peut-être aussi, je rajouterais un autre élément, c'est le besoin d'indépendance. J'en avais marre en fait de devoir faire des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément alignée. J'étais directrice de la stratégie à l'époque, et donc la stratégie à l'époque commençait à aller dans un sens qui me convenait pas. Donc voilà, je trouvais que c'était pas tellement, voilà, c'était pas nourrissant. Donc l'envie à un moment, un matin, c'était un déclic un matin. Donc tu dis c'est bon, tu lâches et je poursuis mon chemin professionnel autrement. Ouais. Mais tu sais, c'est intéressant parce que de plus en plus de gens avec qui je parle quand ils créent des entreprises, les gens pensent que, les gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, hein, ils pensent qu'on crée une entreprise quand on n'a aucun choix. Alors que plus je parle avec des entrepreneurs, et plus je me rends compte qu'effectivement, ils ont des situations qui, en apparence, elle est parfaite, que tout le monde souhaite avoir, mais ils se disent, non, je peux faire plus, je peux créer plus d'impact, je peux faire un truc un peu plus original. Et c'est là où ils vont vers l'entrepreneuriat. Donc l'idée que les personnes qui créent des entreprises, c'est des personnes qui n'ont pas réussi dans la vie, on va dire, salariale classique, elle est complètement fausse. On est Ouais. d'accord. Voilà, en l'occurrence, c'est le cas parce qu'en fait, personne voulait que je parte, hein. Donc, du coup, j'ai dû même un peu lutter pour pouvoir partir. Donc, en fait, et moi-même, j'étais dans une situation de confort, finalement. J'aurais Oui. pu continuer comme ça, mais je ne me voyais pas faire un coup de retraite dans cette institution qui pourtant m'a beaucoup nourri, hein. J'ai beaucoup appris et je tire mon chapeau aux équipes, j'en profite Oui. parce que c'est un boulot difficile, très utile et je ne regrette pas. Mais mon temps était passé. Oui, effectivement, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai vu que, voilà, à l'époque, tu étais sollicité vraiment par plusieurs grandes boîtes, Sophie, et tu avais vraiment le choix. Mais ces gens que tu as fini par choisir, tu dis que votre relation pro, hein, dans votre relation pro, il y a du sens, de la justesse et de la joie, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, il y a tout ça. Donc voilà, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez construit ensemble aujourd'hui que tu n'aurais jamais pu faire toute seule. C'est une grande question, ça. On a Ah, on construit, commence par les alors grandes déjà, questions. je pense que quand on s'est rencontrés dans un contexte lié à ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir un incubateur, on avait tous les deux envie de construire quelque chose. Après, il fallait dessiner ce quelque chose. On s'est vite rendu compte qu'on était complémentaires, je pense, hein, on dira peut-être un peu plus, mais une complémentarité vraiment forte, quoi, qui conduit aussi parfois à des choses compliquées, parce que quand on est complémentaire, on fonctionne différemment, et quand on fonctionne différemment, il faut apprendre quand même à fonctionner ensemble de manière fluide. On avait Ah, beaucoup ça de c'est points communs. intéressant. Pardon. Hein. Ça c'est intéressant, oui. Je... Oui, bah la Oui, oui, complémentarité. continue s'il te plaît. Bah vas-y, complète Oui. peut-être. La complémentarité, en fait que on peut pas être d'accord. Donc ça crée des étincelles, ça crée des divergences, ça crée des discussions, mais finalement cette complémentarité qui est soit un atout, mais qui est un atout qui doit être maîtrisé, parce que c'est dans un cadre forcément instable, c'est le contraire de la consanguinité. Si vous avez deux associés qui pensent toujours pareil, alors c'est fluide, ça tire dans le même sens, c'est serein, mais finalement il n'y a pas de remise en cause. Il n'y a pas l'un qui va Tout à challenger fait. l'autre. Donc, être sur la même longueur d'onde, ça fait pas naître de nouvelles idées. Ça emmène dans une zone de confort, ça emmène dans une certaine sérénité, mais ça nuit à la créativité et au débat d'opinion. Parce qu'il y a plein de sujets, et peut-être même à peu près tous, sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais du coup, c'est de ce désaccord que naît en fait la bonne trajectoire, que naît le challenge, que naît la bonne décision.
Effectivement, on l'entend de plus en plus, c'est très important d'avoir un bon cofondateur. C'est pas si intéressant que ça de créer quelque chose voilà, en solo, même si techniquement c'est possible et tout. Mais on va dire, d'après vous, pour quelqu'un qui démarre à peine dans ce monde-là, de l'entrepreneuriat, etc., qu'est-ce qu'il doit chercher dans un cofondateur, à part la complémentarité? Est-ce qu'il y a des critères bien précis, quelque chose vraiment de bien spécifique qu'il doit chercher dans ce cofondateur? Je veux dire, est-ce que l'un doit être plus technique et l'autre plutôt managérial? Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous parlez de la complémentarité, ou bien c'est vraiment dans l'état d'esprit? Alors, il faut déjà que les parcours de vie et donc les objectifs intrinsèques personnels soient identiques. Si tu as un jeune fondateur qui est en train de s'endetter, d'acheter sa maison, d'avoir son premier enfant, et qu'il est avec un vieux fondateur qui lui est propriétaire, ses enfants sont grands, il va pas y avoir les mêmes Ah ouais. euh, attitudes de vie, et ça peut nuire sur la stratégie. Par exemple, le jeune fondateur, lorsqu'il va falloir procéder à l'achat de bureau ou à une acquisition externe d'entreprise, le jeune fondateur, il va vouloir payer en cash, il va avoir peur de s'endetter parce qu'il est lui-même endetté à titre perso. Le vieux fondateur, lui, il est dans une autre trajectoire. Mm. Idem sur la stratégie salaire-dividende. Le jeune fondateur va vouloir des salaires parce qu'il a besoin de l'argent et du cash tout de suite pour faire vivre sa famille. Le vieux fondateur, il va privilégier un autre mode de rémunération. Donc, il est important que les objectifs de vie personnelle soient relativement homogènes entre les différents fondateurs. Sinon, les stratégies, les décisions, les grandes décisions stratégiques vont pas pouvoir être identiques. Ouais, c'est important. Et ben, vite fait, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut aussi avoir une vision un peu commune de ce qu'est l'engagement. Avec Jean, on partage ça. Donc, quand on a décidé de créer ACK, on a décidé d'y mettre beaucoup d'énergie et nous n'irons au moins de 200 heures. Voilà. Alors, après, on sait aussi faire des prix sur le succès, mais on était d'accord sur le fait de s'investir pleinement. Et pour être tout à fait honnête, moi, c'est tous les deux beaucoup, quoi, pour Akika. Voilà, et c'est naturel. Enfin, voilà, il n'y a pas à se justifier. Voilà, c'est fluide, on sait ce qu'on a à faire, on a des points réguliers et ça avance, quoi. Si tu as un associé qui ne bosse pas le week-end et que l'autre, parce qu'on crée une entreprise, on bosse tout le temps, hein, l'autre il bosse samedi et Ah, dimanche inclus, ça va vite créer des oui, tensions et des divergences. Donc ça, c'est extrêmement important aussi, je crois. Oui, effectivement. il faut avoir le même engagement ou le même non-engagement, mais dans ce cas-là, l'aventure s'arrête assez vite en général, le même niveau d'engagement euh, dans l'entreprise. Et puis, il y a un autre élément que je trouve hyper important, c'est le rapport au travail. C'est-à-dire que avec Jean, on est bosseurs, mais on aime aussi se marrer. Je vais dire comme ça. On aime rencontrer du monde, on aime la singularité de certaines situations, on aime mettre un peu de bazar, on aime. Voilà, ça, c'est des choses qui nous appartiennent individuellement, mais qu'on met au pot commun d'Attica. Et je pense que Le ça, c'est. principe de work hard, play hard, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est important. Voilà, on peut être sérieux, mais voilà, on aime parler stratégie et on ose le dire. Dans les restaurants, pour écrire auto, c'est le seul papier qu'on a sous les mains pour définir une future verticale, pour définir un plan d'action, en fait. Et du coup, on les garde en souvenir. Effectivement. Vous savez, en posant cette question, je savais que voilà, il y avait cet aspect-là de complémentarité, que voilà, la situation de chacun, elle est différente. Mais j'aurais jamais cru que la situation personnelle de chacun, le stade de la vie de chacun, il pouvait à ce point-là impacter cette synergie de groupe, ce travail en parallèle. J'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi impactant et aussi, voilà.
si on ne le maîtrise pas, ça peut vraiment être destructeur, Oui, parce qu'on ne peut pas littéralement. Parce que l'identifier au si départ. chacun a des priorités qui sont un peu différentes, exactement, si chacun a des priorités qui sont un peu différentes, à un certain moment, il y aura, voilà, chacun va essayer d'aller dans son propre sens à lui, au détriment de l'autre. Et je pense que ça peut que nuire Mm, à l'entreprise, n'est-ce pas? exactement. C'est ça. Voilà. Donc, juste pour finir avec cette partie, je suis juste curieux de savoir, voilà, pour quelqu'un qui envisage aujourd'hui de quitter son CDI, comme un peu vous avez fait, pour se lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, quel serait votre meilleur conseil? Ne pas se lancer tout seul. C'est dur les solo-entrepreneurs. Nous, on en ramasse à la petite cuillère, on joue le rôle d'amortisseur. Euh, Ils ont personne pour partager les bonnes et les mauvaises nouvelles. Moi, perso, j'ai monté 5 boîtes. J'ai jamais monté une boîte tout seul. Ça m'intéresse pas. Vous gagnez votre premier contrat, vers qui vous vous retournez pour toper et dire ouais, check, we done it. Il faut partager les choses. Et à l'inverse, on a besoin d'un amortisseur également dans les mauvais moments. On a besoin de partager. Si c'est se retrouver devant son PC en télétravail dans sa cuisine sans pouvoir partager avec du monde, c'est dur moralement. Et nous, on voit beaucoup de solo-entrepreneurs où finalement notre accompagnement à la levée de fonds, elle se transforme en coaching. Alors ça, c'est plus la compétence de Sophie en coaching pour se révéler à eux-mêmes et ne pas être enfermés dans un personnage. Mm. Donc, ne pas lancer une boîte tout seul. Moi, C'est j'aurais vrai que l'aspect psychologique d'avoir un cofondateur, excuse-moi Sophie, mais c'est vrai que l'aspect psychologique d'avoir un cofondateur, ça, je n'y ai pas aussi pensé. Parce qu'il n'y a pas que le côté technique, il y a aussi cette possibilité d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger, vraiment juste parler à haute voix pour avoir une autre opinion. Et même parfois, enfin, je sais que Sophie, tu étais un peu plus voilà, c'est un peu ta spécialité, mais même psychologiquement parlant, en disant des choses à haute voix, en discutant de ça, en faisant sortir ça, ça nous permet vraiment de relativiser et puis de voir un peu les choses un peu différemment, on est d'accord? bien sûr, bien sûr, il faut dire les choses. Alors, quand on a quelqu'un à ses côtés pour pouvoir le partager, avoir du retour, du feedback, c'est beaucoup plus facile. Quand tu es seul, tu te dis par où, quoi. Donc, en fait, pour moi, c'est essentiel aussi. Enfin, rejoindre les gens, créer une activité seule, il faut un mental d'acier, quoi. Et c'est très facile à faire. Donc, c'est pour ça que je conseille que les gens donnent. Et puis parfois, ça permet de prendre du recul. Moi, je suis parfois tétanisé sur ma to-do list. J'ai tellement de trucs à faire que je ne sais pas par où commencer. Et donc, je commence par réfléchir à ma to-do list et à perdre une demi-heure à savoir comment je vais faire. Le truc, c'est facile. Hein. Je demande à Sophie, elle en prend un au hasard. Et puis, tu fais ça. Mais du coup, ça débloque la Je situation. pense pas que... Du coup, ça débloque la situation. Et je Faut me juste pose une commencer, question, quoi. par quoi je commence? Elle m'a montré par quoi je commence. Autre exemple, un moment de fatigue, Sophie me dit, j'avance pas, bah, tu feras ça demain. C'est-à-dire que quand vous avez une autre conscience qui vous dit, t'as assez bossé aujourd'hui, il est 17h, t'as attaqué à 4h ce matin, tu refermes le PC, tu vas faire un tour sur les quais du Rhône, vous vous autorisez grâce à l'autre à prendre des moments de pause. Vous voyez, c'est ça vraiment la force d'une association. Bah, c'est un soutien un peu sans faille, quoi. Enfin, c'est ça qu'on attend de l'autre. Parce que sinon, et on est tous confrontés à des moments de doute, des questionnements, des moments de down, même énergiquement parlant, physiologiquement. Moi, j'ai des périodes où je suis plus fatiguée. Et c'est vrai d'avoir quelqu'un qui en quelque part t'autorise, en tout cas te dit, bah, ok, c'est bon, aujourd'hui t'arrêtes, et puis demain sera un autre jour. Bah, en fait, ça fait du bien. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez partagé entre nous, et ça compte. Et je pense que quand on est seul, ben, on n'a pas cette autre voie qui permet de te maintenir sur le chemin, quoi. Parce qu'en fait, il faut tenir dans la durée, être chef d'entreprise, alors manager aussi. Hein. Moi, je suis co-manager. Le conseil que je donne quand je coach, c'est préserver votre écologie personnelle et pour tenir dans la durée. Et donc, voilà, quelqu'un qui permet aussi ça, c'est vachement important. Et pour poursuivre sur ta question, quel conseil on peut donner à un Ouais. salarié qui deviendrait entrepreneur? Le premier, c'est qu'il pense pas que ça va être facile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il endosse le costume du chef d'entreprise. Si c'était un ingénieur, si c'était un commercial, ça en fait pas un chef d'entreprise pour autant.
De créer son entreprise, il va falloir qu'il endosse le costume du chef d'entreprise et qu'il oublie l'ancien costume. Le deuxième conseil, c'est pas parce qu'il a 30 ans d'expérience qu'il a un réseau. On voit beaucoup de quinquagénaires qui se disent tiens, je vais me lancer, ça fait 30 ans que je bosse, j'ai un réseau. Mais en fait, très souvent, il n'y a pas de réseau. Il y a ses collègues de sa boîte, il y a ses anciens fournisseurs et ses anciens clients, mais sauf à faire le même métier que ce qu'il avait avant, ça en fait pas pour autant un réseau. Donc, il faut pas se leurrer sur sa capacité à trouver des clients parce qu'on a soi-disant un réseau. Si on a juste des contacts professionnels qui tiennent dans son téléphone, ça en fait pas des clients potentiels, ça en fait juste des contacts. Donc il faut pas se tromper en fait. Mais Quand on- Et moi, je peux rajouter 2 conseils. tout à fait. Le Bien sûr. premier, c'est ne pas fuir une autre situation. En fait, ça, c'est le mauvais plan. Ah, On ne fait pas quelque chose par défaut. On ne fait pas quelque chose pour faire quelque chose. On fait faire quelque chose parce qu'on a envie de le faire. Donc ça, c'est super important. Et moi, j'ai plein d'exemples autour de moi où finalement, la création d'une activité indépendante était liée à je ne sais pas ce que je fais, donc je fais autre chose et je quitte. Voilà. Non. Voilà. Et deuxième sujet, c'est le rythme. C'est que moi, avant de décider ça, ça a maturé, ça a mûri. Ça a mûri quelques mois, voire quelques années. Je me souviens, si je me positionne au moment où j'ai quitté Pôle emploi, ça faisait bien 2-3 ans que ça commençait à devenir un gagnant. Et donc, j'ai préparé cette. Il ne faut pas partir la PSD, il faut quand même consolider un peu les choses. C'est important. Et le rythme, chacun a un rythme différent. Donc, t'en as, ça peut aller vite, et d'autres, c'est plus lent. Et tu aurais fait et à un moment, c'est le bon moment. tout à fait. Tout à fait. Et vous savez, on va parler un peu plus hein, du mindset parce que vraiment, en observant ce que vous avez fait ces dernières années, j'ai vraiment remarqué que vous avez une approche assez particulière par rapport à l'entrepreneur et comment vous voyez les entrepreneurs d'une manière générale. Et d'ailleurs, Jean, par exemple, tu dis que la personnalité, elle prime sur le produit. Oui. Voilà. Donc concrètement, c'est quoi pour toi les qualités que tu cherches chez un entrepreneur? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors, les qualités d'un entrepreneur, euh, il doit être sympa. Nous, on écarte systématiquement les gens qui veulent bosser avec nous et qui sont pas sympas. On se souvient une fois d'un chirurgien cardiaque. Il nous parlait comme à des chiens. On a dit, bah non, on ne veut pas travailler avec toi parce que nous, on veut prendre du plaisir. Il faut qu'il soit C'est bosseur. une question de respect ou c'est une question ou c'est juste sa personnalité qui est comme ça? À nous, on a envie de travailler avec des gens avec qui on prend plaisir. En fait. On respecte nos clients, Oui. on surrespecte même nos clients parce qu'on est du même sang qu'eux, hein, on est de la famille des entrepreneurs. Donc on a beaucoup de respect, on sait par quelles étapes ils sont passés ou ils vont passer parce qu'on les a vécus et on les vit encore nous-mêmes. Donc on les respecte et on a besoin, nous, d'être respectés en retour. Donc il faut qu'ils soient effectivement sympas et respectueux. Il faut ensuite Mhm. qu'ils soient bosseurs, bien entendu. Il faut qu'ils soient La base. En tout cas, on a besoin pour la levée de fonds de personnes qui soient structurées et rigoureuses. Le minimum de rigueur, c'est hyper ouais, clair, structuré, rigoureux, organisé. il faut qu'ils soient à l'écoute. Parce que finalement, s'ils prennent un conseil pour ne pas l'écouter, ils passent à côté de l'essentiel. Ça sert à rien. Mais alors c'est facile en le disant comme ça, mais on voit énormément de fondateurs qui n'écoutent pas en fait, qui ont un discours rodé, qui le sortent en permanence, qui ne sortent pas de leurs acquis, de leur Oui. schéma de pensée, qui se remettent pas en question, alors même que la levée de fonds, ça va être une vraie confrontation entre deux mondes, entre leur monde à eux qui est l'entrepreneuriat et le monde des investisseurs qui est la finance. Et ces deux mondes qui se comprennent mal, mais qui ont besoin l'un de l'autre. Donc nous, on a besoin, et c'est ce qu'on apprécie chez les entrepreneurs, c'est qu'ils soient à l'écoute. C'est-à-dire quand on fait des suggestions, ce soit pas non mais on apprécie quand même physiquement le fondateur prend des notes
quand on parle. Et pour nous, c'est un critère important. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler dans le vide. Même s'il fait semblant, c'est malin. Effectivement. Vous Ouais, n'êtes pas en train de faire perdre votre temps, Ouais. c'est ça. Après, ce qu'on cherche aussi, c'est un équilibre, c'est subtil, hein, entre l'ambition, la saine ambition, l'ambition de réussite, mais saine, pas au service de moi-même. Voilà. Donc, ambition et humilité. Et c'est vachement difficile, ça. C'est-à-dire, en gros, être crédible dans son ambition, être pas démesuré et délirant, mais quand même donner à voir un truc où tu te dis, ah ouais, ça fait envie. Donc, et ça, c'est pas si simple, hein, de trouver l'équilibre entre l'humilité et l'ambition, mais en même temps, ceux qui réussissent, ils ont ça. Ils voient les choses, mais ils sont capables de le projeter avec une humilité qui, ça permet d'être entendu et c'est crédible. Voilà. Ouais. hein. On n'aime pas les gens Et, qui. Alors, c'est pas on n'aime pas, c'est ce qui est important et ce qu'on aime. Ouais, c'est pas mal déjà. Là, on est sur le mindset de Le l'entrepreneur. mindset, ouais. Voilà les grands éléments ouais, qui nous font aimer ou moins les entrepreneurs, sachant que c'est super dur parce que nous, on est amoureux des entrepreneurs. C'est vraiment, et c'est pour ça qu'on a créé Attica. Hein. On est en train de boire des canons avec des entrepreneurs dans un incubateur. Mais on est amoureux de tous les entrepreneurs. Hein. Le patron de PME, le fondateur d'une start-up, peut-être future licorne, ou l'auto-entrepreneur qui prend sa pelle et son seau pour aller nettoyer chez son voisin. Nous, on aime tous ceux qui entreprennent, en fait, qui se prennent en main, qui prennent leur destin, qui osent, en fait, qui veulent s'accomplir à travers leur travail. C'est ça qu'on aime. C'est ça. oui, Après, il faut tout à les fait. jeunes du business quand même. Et les jeunes du business, c'est vrai, il faut Ouais, avoir les jeunes du business. Moi, j'ai découvert ça parce que moi, je n'en ai rien. Et là, maintenant, je demande quand même des choses. Je trouve que les jeunes du business, c'est un truc que tu as ou tu pas, en fait. Et ça, on Oui. le recherche aussi. Et ça se voit. Alors, on pitch, on passe du temps, on peut dire, on peut travailler ensemble ou pas, on peut le proposer. Et ces jeunes du business, il faut les sentir. Il faut les sentir. Alors, comment on les sent, c'est compliqué, mais ouais c'est un petit. ouais, j'allais dire, il y a une part d'intuition là-dedans, en fait. Mais il faut que. Il y a de l'intuition et d'expérience aussi, parce que vous en Ouais, avez vu de toutes les couleurs. Hein. ouais, c'est vrai. Je calculais, on a dû faire plus de 700 pitchs de fondateurs ou d'équipes fondatrices. Waouh. Donc c'est vrai qu'en 3 ans, ouais. Donc on a vu pas mal Ah d'histoires. ben, c'est intéressant que tu mentionnes ça, Sophie, parce que dans ton parcours aujourd'hui, voilà, tu accompagnes les fondateurs sur des mois en amont de la levée de fonds, mais tu travailles aussi sur la posture, le stress, l'alignement, etc. Donc, je suis curieux de savoir, dans ton expérience, qu'est-ce qui fait dérailler un fondateur qui, en vrai, avait tout pour réussir? Bon, bah, je pense que ça peut être lié à pas mal de choses, hein. J'aurais tendance à dire que la première, c'est que ce sera l'homme de la situation pour la création, toute la première partie en fait de la vie de l'entreprise, mais pas celui, il n'aura pas les qualités qui vont bien pour l'hypercroissance. Parce que, et ça, il faut l'évaluer aussi. Et les investisseurs le regardent. La capacité d'apprentissage. C'est-à-dire, est-ce que le gars, il y a un plafond de verre qui est pas loin, ou est-ce qu'au contraire, il y a encore du potentiel? Parce qu'une boîte qui lève, c'est une boîte qui derrière va être en mouvement permanent. Elle va recruter, elle va changer ses process, elle va partir à l'étranger. Donc en fait, chaque jour, un CIO, son rôle change. Il doit lâcher certains trucs, il doit endosser de nouveaux costumes. Donc sa D'être capacité flexible. à apprendre vite, à être agile, à pouvoir être réactif, à être capable d'accepter de lâcher des trucs qu'il aimait faire. Ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ça veut dire que tu mets la croissance de ta boîte comme un intérêt supérieur, en fait, à toi-même. C'est au service de ça. C'est comme si ta boîte, c'est un peu ton prolongement, mais là, tu la mets à distance et toi, toi-même, tu t'adaptes à la croissance de ta boîte. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, tu peux être bon au début et pas avoir ce qu'il faut derrière sous le pied pour continuer. On voit des profils euh, euh, de docteurs, d'ingénieurs sur des projets très deep tech, de recherche, de R&D, qui en fait sont très très forts pour créer, pour innover, pour chercher, pour réfléchir, mais qui ont monté une boîte en oubliant qu'à un moment donné, il fallait vendre.
à 2, 3, 4 ans. Et quand on leur dit, mais à qui tu vas vendre, comment tu vas vendre, à quel prix tu vas vendre, et souvent, il n'y a pas de réponse. Ah oui, il y a littéralement des gens qui avancent dans ce sens-là, mais ils n'ont aucune idée sur leur modèle économique. Bah, Ouais, c'est pas assez précis. ouais, Mais je veux dire, c'est pas une association, c'est une entreprise. C'est littéralement la différence. ouais, mais on a même vu, nous, des fondateurs qui confondaient subvention et chiffre d'affaires, par exemple. C'est-à-dire qu'ils recevaient des Ah, subventions pour des projets deep tech, parce qu'il faut bien payer les salaires, le temps de concevoir le produit ou la technologie, euh, oui. mais qui en fait n'ont pas les gènes du business, qui pourraient très bien rester dans un bureau d'études toute leur vie et qui en seraient contents en fait, sans jamais voir un client. Mais le truc, c'est que si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir si on a ces gènes-là ou pas. Si on Oui, ne tente pas sa chance, c'est un peu difficile. Hein, il n'y a pas que du théorique, il faut le faire. On ne devient pas forgeron sans forger, comme on le dit. Oui. Donc, faut se lancer. Et puis après, on peut voir, mais vraiment, il faut avoir le courage de le faire. Mais si on allait le faire, on va dire, d'une manière un peu structurée, si vraiment on veut faire passer le message d'une manière un peu claire, et on va revenir sur la communication d'ailleurs, voilà. D'après votre expérience, moi ce que je voudrais savoir, on dit que si tu peux pas expliquer ton idée en 3 minutes, quelque chose ne va pas. Hein. Oui, je suis assez d'accord avec Donc ouais, à quoi ressemble selon vous? Pardon? je suis assez d'accord, même totalement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que ce qui se conçoit Oui, bien s'énonce clairement. Et si c'est compliqué à oui, expliquer, et nous, quand on ne comprend pas, on se dit, il y a un problème, quoi. C'est trop ouais. complexe. Enfin, Et si fait voilà. 3 minutes, c'est déjà trop long. exactement. 3 minutes, c'est trop long. C'est trop long. Si on n'a pas compris au bout d'une minute, on ne comprendra jamais. C'est que l'idée elle est trop compliquée ou que le fondateur est trop compliqué dans sa tête. Ouais. Exactement. Et on le voit un peu partout, hein, dans les conférences et tout, quand on rencontre des gens. Ouais, j'ai une startup, tu fais quoi? Oui, nous, on utilise le cloud pour aller insérer des datas, je sais pas quoi. On entend beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à comprendre, à saisir le message, alors que ça doit être très simple. Ouais. Donc, d'après vous, ça serait à quoi devrait ressembler le modèle d'elevator pitch? Vous voyez, l'elevator pitch, à quoi il doit ressembler pour que le message il doit être vraiment très simple et que tout le monde puisse comprendre, quel que soit le niveau de l'interlocuteur qui est en face de toi. Oui. Alors, elevator pitch, quand on s'adresse à un investisseur, c'est facile, hein. C'est quel problème je vais résoudre, comment je vais le résoudre, quel est mon service, et ça va très très vite. C'est ensuite le business model, comment je vais gagner de l'argent en mettant des euros. En Euh, mettant des euros, c'est important, hein. C'est-à-dire combien je vends mon truc, quoi. ouais, OK. et combien ça va rapporter. Mhm. Ensuite, c'est qui sont mes clients et comment je vais aller les conquérir. Un petit point sur la concurrence, mais on peut s'en passer. Et puis ensuite, Mhm. Bah, si on lève, combien je lève et pour quel usage. Voilà, ça suffit en fait. Et si ça, je peux te Ça dire paraît simple. en 3 minutes, bah, c'est top. Et ça suffit en fait. Mm. C'est Ben voilà, ça l'essentiel. paraît simple en apparence et pourtant tout le monde se gourre là-dessus. Hein. C'est impressionnant. Et c'est drôle parce que même si là, quand on parle de levée de fonds, quand on parle d'investissement, etc., on parle de sommes qui peuvent devenir assez astronomiques et vraiment il y a beaucoup d'impact dedans. Et tout se joue en quelques secondes, littéralement. La première impression, elle compte beaucoup. La manière avec laquelle on présente son entreprise, sa structure, son équipe, ce qu'on fait, etc., elle est hyper importante. Et puis, un investisseur, il peut investir des millions d'euros en un claquement de doigts, comme ça. Parce que pour lui, oui, il a validé ou il n'a pas validé. Et du coup, c'est ça ce que les gens, pour moi, doivent comprendre, les jeunes entrepreneurs surtout, c'est l'importance de bien savoir formuler son idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends quoi? Pour qui? À qui? Dans quel environnement? C'est très important de faire cet exercice, on est d'accord? oui, on voit nous des fondateurs qui, lorsqu'ils rencontrent un investisseur, ne peuvent pas s'empêcher, quand ils nous rencontrent nous pour la première fois, ne peuvent pas s'empêcher de dégainer ce qu'on a un deck, hein, c'est-à-dire un PPT ou un Canva de présentation. Mais nous, on leur dit, mais si tu n'es pas capable de présenter ton projet sans un deck, c'est ton projet, quoi. Tu es censé en maîtriser les tenants et les aboutissants. Mm. Donc, tu n'as pas besoin du support. Ouais.
Tout à fait. On appelle ça littéralement des supports. Ils doivent supporter ce que tu es en train de dire. C'est un complément à ce que tu dis. C'est pas vraiment le fond. Alors que c'est vrai que bah, tu as tout à fait raison. Les gens, ils se concentrent un peu plus sur le côté présentation, couleur, je sais pas quoi. Mais le fond, il est pas là. Il est pas là. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est par là où on doit commencer. Si toi, tu n'arrives pas à bien définir d'une manière très claire et de poser ça vraiment d'une manière très simple, c'est pas à la personne en face de toi de le faire, on est d'accord. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, nous, on touche le bouchon. Alors Oui. peut-être qu'on casse un peu les codes, hein, je pense aussi. Autant un deck permet de décrocher un rendez-vous, un deck annoncé par mail à un investisseur, quel qu'il soit. Nous, ensuite, sur un premier pitch, en call, hein, en visio, on conseille à nos clients de ne pas avoir de support PowerPoint, mais de rentrer dans un, un- un pitch rapide de 5, 6, 7 minutes maximum, où on dit l'essentiel, et ensuite, l'objectif, c'est quoi? C'est de rentrer dans un dialogue. Voilà, de répondre à des questions, Ah, d'approfondir tel ou tel sujet. Mais ce qui compte, c'est de créer le dialogue et la relation. Parce que sinon, bah, en fait, vous faites un monologue. L'investisseur en face, l'analyste, il fait ça toute la journée. Donc, c'est ennuyeux, ça peut vite être ennuyeux. Donc, il faut créer de la relation. De toute façon, avant toute coopération, mais en management, c'est pareil, il faut créer la relation. Donc, voilà. ouais. C'est la base. C'est tout à fait ça. Mais vous savez, allez, on va parler un peu de ce que vous faites et de votre approche à Attica, parce que vraiment, c'est très ingénieux. Euh, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai remarqué que vous ne prenez pas beaucoup de projets, on va dire, vous ne prenez pas tous les projets, mais vous refusez même certains deals parce que vous dites que le cash ne vaut pas la dilution. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette logique et pourquoi vous tenez à ne pas faire du volume? C'est quoi le mindset derrière cette approche sciatica? Alors, il y a déjà le fait que nous, on aime bien travailler. On aime faire de la qualité, on aime accompagner nos clients. Euh, et une levée de fonds, c'est une épreuve de longue haleine. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. euh, et nous, on s'inscrit dans la durée, hein, parce qu'une levée de fonds, ça dure entre 9 mois et un an. Euh, Mhm. donc, on veut avoir du temps par respect pour l'entrepreneur qui nous a fait confiance. On veut avoir du temps pour pouvoir être disponible pour lui, pour pouvoir décrocher notre téléphone lorsqu'il nous appelle, pour pas attendre 15 jours avant de fixer une visio. Donc on préfère avoir d'abord moins de dossiers, mais de mieux accompagner les fondateurs. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on est extrêmement sollicité. On reçoit 33 demandes d'accompagnement par mois. Mais notre modèle de rémunération est essentiellement sur une commission sur les fonds qu'on va permettre à nos clients de lever. Donc, il Mhm. faut que nous prenions des dossiers sur lesquels on est relativement serein quant à l'aptitude des investisseurs qu'on connaît. Et on en connaît 2135 aujourd'hui, d'investisseurs ici et privés equity. Ah, quand même. Donc, il faut qu'on soit serein sur notre aptitude à ce que notre réseau d'investisseurs, de manière collective, Oui. euh, soit intéressé par le projet du fondateur. Si on sent qu'il y a trop de red flags ou que la levée de fonds n'est pas le meilleur moyen pour le fondateur de se développer, on ne prend pas le projet. Euh, ce qui est dommage pour le fondateur, mais on lui explique pourquoi. Hein. Toujours par cette empathie qu'on a pour les entrepreneurs qui sont nos pairs. Oui, ça, c'est notre ADN. C'est relativement apprécié. Alors, on l'est assez naturellement, mais dans le boulot, on l'est aussi. C'est qu'on est cash. Alors, on est bienveillant, on dit les choses en étant attentif à la manière de le dire, mais on dit les choses. C'est comme ça Donc, que ça doit être de toute façon. Hein. ouais. Si on a un CEO en face de nous qui, par exemple, pour reprendre ce que tu disais, est trop dilué et ne lèvera jamais parce que son niveau de dilution est trop fort, autant le lui dire tout de suite pour qu'il épargne son énergie, son temps, son argent à courir après quelque chose qui ne se passera jamais. Donc on a ce discours de vérité qui en général plaît parce qu'en fait, bah,
alors là, on dit juste la vérité de ce qu'on connaît. Bien évidemment, ça n'engage Alors, pas c'est nous. notre vérité, ce C'est n'est la pas, nôtre. ce n'est pas la vérité, mais c'est nos remontées de terrain. Voilà. Et un Oui, prêtre qui est déjà oui, constitué pour lever, bah, en fait, nous, on va pas l'accompagner, on va lui dire que c'est pas possible. Pour, Ouais. Donc, pas de- oui. on fait le choix d'une hypersélection, effectivement. Pour quelqu'un qui nous écoute et qui n'est pas nécessairement familier avec le terme dilution, un entrepreneur dilué, est-ce que vous pouvez juste en 2 mots, très simplement, nous expliquer ça veut dire quoi un entrepreneur qui est dilué, la dilution, etc. En fait, la dilution, c'est le pourcentage de capital que détiennent les cofondateurs. Mhm. C'est un élément qui est tout de suite regardé par les investisseurs. Parce que l'investisseur, il n'a pas pour vocation à prendre des décisions dans la boîte. L'investisseur n'est pas entrepreneur, il investit. Donc il tient à ce que les fondateurs aient la majorité et aussi la majorité le tour d'après de la levée suivante. Parce que pour que la levée suivante puisse se passer, il faut que les fondateurs aient toujours cette majorité. Donc bien entendu, Ah, donc tout au long des levées, du coup, ils oui, doivent avoir la alors, majorité. Mais moi, je savais pas ça. quand on est en série C, il y a souvent une levée seed, une série A, une série B. Quand on est en série C, la dilution fait que les fondateurs, et c'est normal à ce stade de l'equity story, c'est normal que les fondateurs deviennent minoritaires. Mais jusque-là, ils doivent Minoritaire. rester majoritaires. Et nous, on a vu Mhm. des beaux dossiers. Hein. On a accompagné une belle fintech qui levait 1,5 million. Et en fait, les deux fondateurs n'avaient plus que 2 fois 17, donc 34%. Et les investisseurs s'arrêtaient tout de suite. Ils ne sollicitaient Ok. même pas le premier entretien. 34% à votre stade de maturité, c'est trop peu, on ne vous accompagne pas. Et les investisseurs, quand ils investissent, donc ils investissent sur un projet, mais aussi sur un fondateur ou une équipe fondatrice qui va piloter le déploiement de ce projet. Donc en fait, c'est très important qu'il soit en mesure, et donc avec une part majoritaire de capital, de prendre ces décisions. Ouais. Et vu du côté investisseur, alors c'est moins vrai selon notre avis, mais nous on est là pour expliquer aux fondateurs qui lèvent comment raisonne un investisseur. Vu côté investisseur, si les investisseurs n'ont pas une part suffisamment importante du capital, si pardon, les fondateurs n'ont pas Ils une sont pas part motivés. Ça les motive pas. pour l'investisseur, ils estiment que ça va être une baisse de motivation. Oui, oui. On ne partage pas C'est forcément cet l'opposé de avis, mais c'est un vaste gagnant-gagnant. débat. Enfin, l'entrepreneur. Bah oui, non, je comprends parfaitement, mais merci beaucoup d'avoir clarifié ce point-là parce que c'est très important. C'est vrai que pour quelqu'un qui démarre à peine, il y a des termes qui sont un peu complexes pour quelqu'un qui vient pas nécessairement du domaine. Donc voilà, c'est très important de s'éduquer là-dessus et de comprendre un peu ces jargons-là pour qu'on soit pas complètement à côté. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir expliqué ça. Mais on va continuer sur ce que vous faites chez Attica. Et vraiment, il y a un point très important que j'ai remarqué en faisant un peu de recherche, parce qu'en regardant votre portefeuille client, je vois par exemple Finesterest 29 qui lutte contre le gaspillage alimentaire, Oui, Windcoop, oui. j'espère que je l'ai bien prononcé, qui lui construit des cargos à propulsion éolienne. Donc clairement, vous n'aidez pas n'importe quelle entreprise à lever des fonds et ce n'est pas que en rapport avec la dilution ou autre chose, mais vous choisissez des entreprises qui ont de l'impact. Le problème, c'est que, et vous me dites hein, si j'ai tort, ces entreprises-là qui ont de l'impact et tout, ils ont souvent un cycle de vente qui est lent et des métriques qui sont beaucoup plus complexes. Donc comment vous les aidez à séduire des investisseurs qui en réalité, eux, ils ne jugent que par la croissance rapide? Bah, C'est ça ce que j'aimerais bien en savoir. fait, les cycles de vente ne dépendent pas du fait que ce soit un impact ou pas. Alors, Wincop, c'est très long parce que Hmm. il faut récupérer les fonds pour construire un porte-conteneur à voile. Euh, Oui. donc, l'enjeu, il est de réunir 34 millions. Et le temps ensuite de construire le bateau, euh, là, les cycles sont effectivement de 3 ans. Par contre, Finiterrestre, ils vendent des paniers avec des fruits et des légumes moches. Donc, ils récupèrent auprès des agriculteurs les fruits le matin, ils les vendent le soir. Donc, le go-to-market, il est extrêmement rapide. Et quand le fondateur nous a sollicité pour l'aider dans sa levée, qui était un petit peu plantée, il faisait déjà 4 millions de chiffre d'affaires au bout de 2 ans. Or, c'est une pure entreprise à impact, Hmm. puisqu'il évite que
les produits, les fruits et légumes moches qui sont rejetés par la grande distribution ne finissent à la poubelle. Donc c'est de l'impact, mais c'est de l'impact hyper concret. Il n'y a pas de R&D, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il y a juste un fondateur qui a créé Finiterres 29 avec une grosse capacité de travail, avec une grosse ambition. C'est comment permettre aux gens de bien se nourrir, pas cher, avec des produits qu'on allait mettre à la poubelle. Tout à fait. Tout à fait. J'apprécie énormément votre façon de voir les choses et votre approche par rapport à l'entrepreneuriat, parce que vous êtes aujourd'hui très très sélectif, vous pouvez vous permettre d'être sélectif par rapport aux entreprises que vous encadrez. Et d'ailleurs, vous avez aussi encadré pas mal d'entreprises qui agissent avec l'intelligence artificielle. Donc, juste une dernière question pour clôturer cette partie. Qu'est-ce que vous avez vu récemment ces dernières années dans ce domaine-là et puis l'impact que vous voyez de ces technologies sur le monde de la start-up et puis éventuellement comment vous le voyez évoluer dans les 5 prochaines années d'après vous. Ouais. Alors, le mot intelligence artificielle est devenu un espèce de mot de tarte à la crème de tous les projets tech ou software. Il est rare maintenant qu'on voit un projet non Ouais. hardware où il n'y a pas d'intelligence artificielle mentionnée. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a 2 ans et demi à peu près, il n'y avait pas un seul projet qui ne parlait pas de Web3. Donc, en fait, les fondateurs ont remplacé souvent Web3 par intelligence artificielle. Il faut distinguer 2 choses, en fait. Il faut distinguer les projets qui ont vraiment de l'intelligence artificielle native, c'est-à-dire que ça va constituer une barrière à l'entrée pas copiable, ou des projets avec du machine learning, c'est-à-dire sur lequel le software va devenir de plus en plus intelligent au fur et à mesure qu'on va l'alimenter en Oui, données. Donc ça, ce sont des projets qui sont très appréciés et très scrutés par les investisseurs. Et très financé aussi. Et très financés. Par contre, et très financé. si Parfois un peu surfinancé, je pense, hein. on ne sait pas, parce qu'on ouvre une nouvelle porte, en fait. Les gens qui ont financé lors de Ouais. l'arrivée de la technologie disruptive précédente, qui était le web, hein, tous les gens qui Mm. ont financé les dot-com, notamment aux États-Unis, donc ont financé les Amazon, les PayPal, des produits comme ça, ils sont super contents d'avoir surfinancé à l'époque. On est dans une nouvelle Oui. rupture Mais en technologique. parlant, Oui, oui, tout à fait, parce que c'est drôle que tu as mentionné le dot-com. À un certain moment, le dot-com, c'était une bulle, et une bulle qui a fini par éclater. Et beaucoup de personnes disent que l'IA, on est exactement dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez que l'IA aujourd'hui, c'est aussi une bulle qui va bientôt exploser, ou c'est pas du tout le cas, on est vraiment encore loin de cette situation et que ça va continuer à augmenter et à avancer? alors, ça fera forcément une bulle, parce que quand il y a de l'engouement, il y a de l'exagération. Quand il y a de l'exagération, il y a une bulle, et au bout d'un moment donné, elle éclate. Quand nous, on n'en sait rien, on n'est pas des économistes. Et puis, quand la bulle dot-com a éclaté en 2000, ceux qui ont survécu, les Facebook, les Amazon, ils sont toujours là maintenant, en fait. Donc, pour les investisseurs, ce serait une erreur que de ne pas miser sur les futurs bons chevaux de demain. Leur vraie difficulté aujourd'hui, c'est de savoir ceux qui apportent vraiment une plus-value en B2C ou en B2B de ceux qui ne sont que des météorites. Et ils sont nombreux Tout à d'ailleurs. fait. Et ils sont nombreux. Et Sophie, d'ailleurs, T'en penses quoi, toi? Bah, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. D'abord, nous, c'est pas de perspective, hein. Moi, en tout cas, j'ai pas d'expertise pour voilà, vous dire ce qui va se passer. Après, c'est évident qu'on voit en termes de projet IA, on voit passer tous les mois, je dirais, tous les mois. toutes les semaines. Il y a vraiment des niveaux qualitatifs très variés, très hétérogènes. Euh, Oui. donc, quand on pitch, on voit bien la différence quand derrière, c'est adossé à une vraie expertise, une vraie intelligence, enfin voilà. Après, je suis d'accord avec Jean. Aujourd'hui, il faut que les investisseurs, et c'est ce qu'ils font, parce qu'encore une fois, dans les chiffres le disent, hein, l'IA est très financée, il faut y aller. Maintenant, il faut miser sur le bon cheval, quoi. Et c'est pas évident parce qu'il y a profusion de projets. Ça nécessite aussi que les entreprises, quand on est sur du B2B, soient prêtes en fait à accueillir
ces nouveaux usages. Moi, je pense au futur du travail aussi, parce que l'IA en entreprise, Mm. ça bouge beaucoup les lignes de ce que fait un salarié, en fait. Donc, il y a Ah, ça, c'est vrai aussi. tous ces sujets d'acceptabilité du marché, en fait, par rapport à ces boîtes qui travaillent dans l'IA. Voilà, c'est tout un tas de choses un peu complexes. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais il est clair qu'il faut y aller, quoi. Dans le monde de l'entreprise, l'IA est la même révolution industrielle que la robotique qui est venue remplacer les gens sur les chaînes d'usine. C'est exactement la même chose. Ça fait Mm. 30 ans qu'on n'a pas évolué au niveau des outils dans les entreprises. On est sur des ERP qui sont figés, qui sclérosent l'organisation. On a des datas de plus en plus riches, mais qu'on ne sait pas exploiter. Et l'IA vient disrupter tout ça. Mais un petit peu comme l'ouvrier à la chaîne est devenu maintenant technicien robotique ou technicien maintenance. Il y a eu un transfert de métier, un transfert de compétences. La seule différence, c'est que la robotique est maintenant maîtrisée. L'IA, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va disrupter les pratiques professionnelles. Mais c'est très intéressant. C'est vrai qu'on ne sait pas, mais c'est vrai que ça a énormément de potentiel. Quand on voit aujourd'hui l'impact de certaines entreprises, c'est vrai qu'il y a beaucoup de startups qui font pas beaucoup de choses et que c'est un peu dérivatif, on va dire. Mais il y a d'autres, il y a des startups qui réellement sont en train de créer beaucoup d'impact. Et les gens aujourd'hui, ils ont peur, par exemple, de dire que ah, là, l'IA elle va remplacer les humains. Je ne pense pas que ça soit le cas. Est-ce que vous pensez vraiment que l'IA elle va finir par remplacer l'humain, d'après vous? Oula, alors, sur le plan Enfin, philosophique juste ou au une niveau du dernière travail? question pour clôturer un peu ce sujet. Sur le plan philosophique ou au niveau du D'après travail? votre expérience, Ah, sur le plan professionnel, on va dire, pour les gens qui ont peur. Ouais. Moi, j'ai quand même un avis qui est nourri de ce que j'ai vu à France Travail, en fait. L'IA, avant que je parte, est venue nourrir les processus. Quand vous avez une IA qui fait pour un conseiller à l'emploi des recommandations, des prescriptions, en fait, le métier d'avant, c'était de faire lui-même les recommandations. Là, il les a, la machine lui donne. Oui. Moi, je dis c'est top, mais du coup, on va lui demander d'avoir une valeur ajoutée par rapport à ça, ce qui va demander des compétences supplémentaires ou différentes, parce qu'il va falloir analyser les recours, alors qu'avant, c'est lui qui faisait les recours. Mm. Là, on analyse les recours pour finalement peut-être ordonner ses recommandations. Donc, ça, vous voyez, ça demande en fait, ça repositionne le salarié dans sa fonction. Après, on ne peut pas généraliser parce que ça dépend des types d'industrie. C'est du service, c'est de l'industrie. Enfin, voilà. Mais moi, je pense que ça va changer les choses. On aura toujours besoin d'humains, mais peut-être pas sur les mêmes Mm. tâches. D'où l'importance des nouvelles compétences à développer, quoi. Plutôt intrinsèques, l'esprit critique, enfin voilà, ce type de compétences-là. Ceci dit, nous, on n'est pas des experts IA. Oui, on n'est pas experts. Donc, on vous donne notre avis viscéral, Mais c'est votre pas avis, du tout une justement, vérité. tout à fait. Vous n'êtes pas nécessairement expert. Vous avez aussi investi dans des startups qui travaillent sur l'IA et c'est pour ça que votre opinion, elle est très importante pour moi. Donc, merci beaucoup d'avoir clarifié ce point-là. Je pense vraiment qu'on a bien avancé, on a parlé de beaucoup de choses et j'adore cette synergie qu'il y a entre vous deux, merci. Et d'ailleurs, on va essayer de la tester parce que il y a une partie dans notre podcast qu'on appelle sans filtre, c'est Fast and Raw. Quelques petites questions, quelques secondes pour y répondre et ça doit être vraiment très fluide, très spontané. Donc je suis vraiment curieux de voir ce modèle-là, comment il va fonctionner avec vous deux. Donc voilà, 5 petites questions, quelques secondes pour répondre. Je vous laisse le gérer comme vous le souhaitez. On commence par les fondateurs eux-mêmes. Donc, c'est quoi les qualités que vous cherchez absolument chez un fondateur, là où vous vous dites, ces personnes ira très loin? La capacité de travail. L'ambition. On en dit plusieurs. On a droit à plusieurs réponses. Vous avez, L'humilité. bah oui, vous avez, voilà, 1 minute à peu près. Et l'esprit d'écoute. La capacité à exécuter. Une fois qu'il y a tout ça, c'est déjà plutôt pas mal. Ça en fait Ouais. déjà un fondateur qui sort un peu C'est un tout. Ouais. Et puis du business. C'est un tout, du coup. Il n'y a pas un seul critère, il y a pas nécessairement un seul critère, c'est vraiment un tout que vous cherchez. C'est une sorte de bouquet. Ouais, Ouais. complètement. Et puis une singularité, parce que mine de rien, tous ceux qui ont réussi vraiment, ils ont quelque chose de singulier.
Alors la singularité, ça ne définit pas, Hmm. mais voilà, un truc différent, un truc qui fait que ils ont une vision, ils ont quelque chose, quoi. Ouais. Mais c'est le truc, le supplément d'âme, difficile à décrire, mais il faut ce côté un peu original, singulier. Ça peut être un regard habité, ça peut être un discours porteur. En fait, on ne peut pas le définir comme ça peut être une énergie, une aura qui ressort quand on l'écoute. Euh, mais on le voit effectivement, hein, y compris sur des fondateurs qui ont créé des licornes. On a eu la chance d'être sélectionné par Éric Larchevêque pour lui parler de notre projet avec 5 autres startups pendant 3 jours. On sent que le bonhomme, il a un truc que n'a pas tout le monde. Ouais. Va vite, quoi. Il analyse vite, c'est top. Il est vif. Ouais, Ouais, c'est exactement. ça. Et du coup, c'est quoi selon vous le meilleur investissement qu'un entrepreneur puisse faire en soi-même? Bah, moi, je dirais être coaché, être accompagné par un coach voilà, qui est formé au coaching, hein, pas voilà, plein de choses. Ouais, moi, je dirais qu'il faut qu'il soit étanche aux bonnes et aux mauvaises nouvelles, qu'il apprenne à gérer dans la durée son stress, en fait. Ne pas être dans l'émotion, mais Hmm. savoir absorber et que ça glisse sur lui. Bah là, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'il faut laisser la place aux émotions. S'il doit y avoir stress, il faut l'accueillir. Après, il faut le réguler. Il faut être capable de réguler ses émotions quand les émotions sont trop intenses. Mais l'émotion nourrit la réflexion. Donc, en fait, c'est hyper important pour moi. Okay. Moi, je dirais qu'il faut qu'il soit Ça, capable c'est intéressant. de se connaître très profondément pour savoir se ressourcer, interagir avec l'autre quand l'autre ne lui ressemble pas. En fait, la connaissance de soi, c'est hyper important. Savoir ses zones de confort, connaître ses zones d'effort, connaître là où il est meilleur énergiquement dans la journée. Toutes ces choses-là qui le concernent en tant qu'homme ou femme pour Hmm. pouvoir donner le meilleur dans sa boîte, quoi. Et puis, il faut qu'il soit lucide également sur ses carences. Si c'est un gars qui n'aime pas les chiffres, il faut qu'il s'entoure d'un gars qui aime les chiffres. Si c'est une nana qui n'aime pas les Ah, vendre, il faut qu'il s'entoure d'une nana qui aime vendre, en fait. Il faut être lucide, qu'il sache finalement ses points faibles et qu'il s'entoure avec des gens qui vont compenser ses points faibles. Et qu'il soit un peu couillu, audacieux, qu'il ose. Voilà, parfois, oui, je pense il faut que oser. une réussite se fait parfois un peu par hasard, c'est-à-dire avec cette capacité à sentir et à saisir une opportunité. C'est ce que Jean appelle l'opportunisme entrepreneurial, mais je trouve ça très juste. Savoir à quel moment il faut y aller, quoi. Même si on n'est pas prêt, même si, voilà. J'aime bien dire, On peut prendre un exemple. on peut prendre un Quand exemple. on a créé Atika, on a signé au bout de 6 semaines nos 2 premiers clients. On a pris le magazine Challenge, hein, les 100 startups où il faut investir. On en a contacté certaines et il y en a Hmm. 2 qui ont signé tout de suite. On avait exactement 0 investisseur. Mais si Waouh. on avait 0 investisseur. Mais si on avait attendu d'avoir un réseau d'investisseurs avant d'aller chercher des clients, combien de temps on aurait attendu? D'en avoir 50? D'en avoir 100? D'en avoir 200? D'en avoir 2000 comme aujourd'hui? Donc, on a vendu, hein, faut oser, on a vendu. Et puis ensuite, comme on avait 2 clients, on s'est remonté les manches et on a été chercher les investisseurs. On a beaucoup travaillé. Mais voilà. Parce que vous étiez préparé déjà en amont, parce que vous étiez bien préparé déjà en amont et que tout était clair, on va dire, dans votre tête. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, ben, vous l'avez saisie, tout simplement. On est Ouais, d'accord. après, c'est comme le mode mammifère, j'appelle ça. C'est le truc où on réfléchit pas, on a 2 clients, et ben en fait, on Hmm. va faire le boulot, quoi. Donc on y va, et on compte à ses heures, et vous voyez, il y a quelque chose de très d'archaïque. Mm, Parfait. tout Écoutez, à on a fait. pris un peu plus d'une minute sur cette question-là, mais ça Ah valait oui, tellement la peine. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et d'ailleurs, ça rejoint ma prochaine, la question suivante. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est quelles sont les opportunités qui s'offrent aujourd'hui aux entrepreneurs, mais qui sont sous-estimées. C'est les business que tout le monde snob à tort. Ça serait quoi d'après vous? Ah, les vieux business qui existent déjà, en fait. En fait, on nous parle tout le temps de est-ce que vous avez des concurrents? Enfin, les investisseurs, hein. Est-ce que vous avez des concurrents? Euh, qui pour vous remplacer? Mais en fait, un business qui existe déjà, enfin, un marché qui existe déjà, c'est un marché à prendre. Moi, Hmm. j'ai une boîte que j'ai créée, je faisais du nettoyage de parties communes dans des immeubles.
Ça existe de partout, mais en fait, il y a un besoin, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises. Donc certes, il y a de la concurrence, mais en même temps, c'est un service qui marche. Donc, j'ai un peu perdu la question, pardon, pris par la passion. Euh, C'est pas grave, c'est exactement ça, c'est les opportunités. Ouais, ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que, vous en parliez tout à l'heure, on l'a peu dit, mais on aime aussi voir, on a les startups qu'on accompagne, qu'on teach, les tendances de Hmm, consommation, les tendances des usages, des nouveaux usages. Enfin, le monde des startups, c'est très intéressant pour voir les changements de la société en profondeur, quoi, hein, même sur des signaux faibles. Voilà. hmm. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'impact social est très mal adressé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses, mais il y a des choses qui sont socialement super intéressantes mais qui sont en mode associatif, c'est-à-dire que la dimension business n'est pas prise en compte. Donc il y a beaucoup de projets impact social sans crédibilité économique. Moi je dis qu'il y a, il y a besoin là d'avoir des fondateurs qui vont trouver le bon compromis, le bon équilibre. Pas un compromis, c'est le bon équilibre entre je fais du bien à la planète au niveau social, par exemple, silver economy, il y a plein de choses quand on voit la démographie. Mais par contre, je fais du business, quoi. J'oublie pas de faire du business. Je suis pas que dans je fais de l'impact social. Je fais de l'impact social, mais je fais du business. Oui. Et ça, pour moi, c'est mal adressé globalement aujourd'hui. et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est les vieux métiers qu'on va révolutionner avec la technologie. On va prendre un exemple d'un métier tout bête, le surveillant Mhm. anti-fauche dans les grands magasins. Il se balade dans les rayons en attendant de choper quelqu'un. Il y a des caméras à gauche à droite, mais globalement, il se balade dans les rayons en attendant de choper quelqu'un. Nous, on avait une technologie qui consistait juste derrière la caméra à mettre un logiciel avec de l'IA pour identifier les comportements euh, de fraude, les gestes susceptibles de cacher les voleurs. Et du coup, on vient disrupter le métier et la surveillance. Et ça permet surtout aux gardiens et aux surveillants d'être réhabilités dans son rôle. Il passe plus en inquisiteur Hmm. dans les rayons en espérant tomber au hasard sur quelqu'un. Il est alerté par le software qui va lui dire là il y a suspicion de vol, là il y a suspicion D'une de vol, manière il y a automatique. suspicion de vol. Et quand on a un métier déjà existant qu'on vient disrupter par une technologie, c'est tout bonus Ça pour sert le à rien de réinventer la roue. exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. Pas tout à fait. Écoutez, ces dernières années, vous avez vraiment accompagné des startups à lever des fonds, mais surtout, vous les avez aidés dans leur alignement avec les enjeux actuels, justement, et il n'y a pas que dans l'IA. Donc, ma dernière question pour vous serait, quelle est la plus grande transformation que vous avez vue chez un entrepreneur grâce à votre accompagnement ces dernières années? Peut-être notre premier client. Notre premier client, il C'était qui, était si vous pouvez le sorti des mentionner? études. Il était tout juste sorti des études. C'était son projet Oui. d'études, en fait, qu'il avait transformé en entreprise. Et quand on a commencé à lui Mhm. poser des questions sur sa table de capitalisation, sur la valorisation de son entreprise, il ne savait pas répondre. Donc, en fait, on lui a secoué les puces. On lui a dit, mais Théo, t'es plus étudiant maintenant, t'es chef d'entreprise. Donc, il faut muscler ton jeu. C'est un peu comme Robert Pires hein, en 98. Il faut muscler ton jeu. Il a commencé à muscler son jeu. 3 mois plus tard, pendant le roadshow, on lui a dit, mais Théo, t'es plus le patron au fin fond de la Bretagne d'une petite entreprise. T'es le patron d'une boîte qui va faire du recyclage de filets de pêche dans le monde entier. Donc maintenant, il faut que tu te comportes comme ce Ah ouais. patron. Et en fait, on l'a vu évoluer tout au long du roadshow. Ouais. En fait, moi, je pensais à un autre exemple, mais c'est un petit peu la même veine. C'est un ingénieur, donc très câblé ingénieur, surtout cerveau gauche ou cerveau droit, bref. Et en fait, il a compris pendant notre accompagnement qu'il devait un peu quitter son costume d'ingénieur et endosser un costume de patron et de chef d'entreprise qui va vendre. Et en fait, il avait comment dire, super produit à vendre en finalité, hein, qui demandait des années de R&D, mais on a trouvé à vendre un produit avant la commercialisation du super produit plus tôt. Et du coup, il a été obligé d'y aller. Et moi, j'ai vu ses yeux je me souviens très précisément d'une visio où il avait du mal en fait à dire comment il allait vendre son produit intermédiaire parce qu'il voulait pas Hmm. renoncer à son vrai produit et du coup, à un moment, il a dit bon, on va arrêter là.
il n'avait pas les larmes aux yeux, mais voilà, il était hyper ému. Il dit, j'ai compris, je vais me préparer. Et en fait, il a digéré ce truc-là. Il s'est dit, ok, bah, je vais aller vendre. C'est pas le produit que je veux vendre, mais je vais quand même le faire. Et bah, il a levé. Et il a levé grâce à ça, en fait. Ouais, Parce que son go-to-market sur son vrai produit très tech ouais, était à 4 ans. Et là, son produit intermédiaire, il pouvait le commercialiser 1 an plus tard. ouais, Et ça a plu aux investisseurs. ouais. Très bien. Monsieur. Écoutez, c'est impressionnant, le temps passe très vite. Enfin, vous savez, ce trio-là, je savais que ça allait être intéressant, qu'on allait avoir beaucoup de matière, mais j'aurais jamais cru que c'était à ce point-là, vraiment. Merci infiniment d'avoir partagé autant avec nous aujourd'hui. Je vous laisse juste le mot de la fin, si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à rajouter, voilà. Bah, moi, je voudrais te renvoyer à un truc positif. Je trouve que tu joues très bien ton rôle d'intervieweur. Tu es super à l'aise. Voilà, c'est très agréable de passer. Enfin, ça a été très agréable de passer ce moment avec toi. Voilà. Et puis, tout ce qui n'a pas été vu, c'est que tu avais vachement préparé. On passe dans d'autres podcasts. Et tu avais vraiment bien préparé tes éléments en amont de l'interview. Donc, on voulait te remercier pour ton professionnalisme. Et quand on aime le travail bien fait, ben voilà, on le souligne quand c'est le cas. C'est chouette. Merci infiniment. Honnêtement, ça me fait vraiment plaisir venant de votre part. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui parmi nous pour toutes les informations que vous avez partagées. Et puis, voilà, on se dit à très très bientôt. Parfait. À bientôt, Slim. Merci. Au revoir.